Europe 1 Soir, 19h-21h, Stéphanie Demuru. Le premier conseil des ministres, ce sera pour le 3 janvier. Il faudra patienter encore un petit peu. Mais quand même, le gouvernement entre en action. François Bayrou va se rendre à Mayotte après quelques critiques bien nourries au début de son mandat. Vous vous en souvenez, il s'était rendu au conseil municipal de Pau à défaut d'être allé à Mayotte aux côtés du président de la République. Gérald Darmanin, lui, il occupe le terrain. On va en parler dans quelques instants avec nos invités. Joseph Massé-Caron, essayiste et consultant. Bonjour Joseph, comment ça va? Vous avez passé un bon Noël? Un bon Noël. Voilà. Très bien. Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Bonjour Stéphanie. Bonjour, bonsoir même. Bonsoir. Nous sommes le soir. Bonsoir. Je suis ravie de vous voir à cet étage. C'est un peu mélangé en ces périodes de fête. C'est vrai, vous avez passé un joyeux Noël, Excellent vous aussi. Noël. Très bien. Donc oui, vous avez vu, il s'est passé des choses quand même pendant que vous festoyez, n'est-ce pas, Manuel Valls, j'allais dire. Oui, je les confonds déjà. Gérald Darmanin est déjà sur le terrain, mais justement, je voulais vous faire réagir à l'accueil qu'a subi, il n'y a pas d'autre mot, Manuel Valls, traité entre autres d'étron par un auditeur de France Inter, relayé par une certaine Rima Hassan, qui s'est empressée de mettre de l'huile sur le feu, comme souvent, il faut bien le dire, à tel point que Bruno Retailleau est venu au secours de son collègue. Je voulais en parler également avec Jean-Christophe Gallien, politologue et communicant, qui est notre invité. Bonsoir Jean-Christophe Gallien. Bonsoir Stéphanie. Alors Jean-Christophe, vous êtes communicant. Par le passé, l'insulte était un moyen parfois pour les outsiders de se faire connaître, mais on a l'impression ces derniers temps que c'est devenu un petit peu un sport politique national. Qu'est-ce que ça dit de notre époque ? Ça dit que, vous savez, dans un processus de communication, il y a trois paramètres principaux: l'émetteur, le récepteur et puis finalement les tuyaux, et donc qui permettent d'avoir une conversation entre cet émetteur et le récepteur. Et donc les trois ont changé, les trois ont bougé les lignes de quelque chose qui existe depuis très longtemps. Si vous allez à Pompéi, il y a des gens qui sont en vacances en ce moment, ils pourraient trouver les insultes politiques gravées sur les murs, les manuscrits du Moyen-Âge en ont plein. C'est quelque chose qui, à travers les assemblées de toutes nos républiques, ont pu exister. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Il y a des émetteurs qui viennent d'un autre contexte, qui sont des gens qui importent depuis les rues physiques, les rues digitales, une manière de se comporter, une manière de s'exprimer. Vous avez des récepteurs qui eux-mêmes sont assez, non pas avides, mais qui finalement, regardez l'auditeur de France Inter, en tout cas des gens qui ont l'habitude finalement de consommer quelque chose qui est la culture qu'on appelle du clash, du buzz, qui vient effectivement d'un univers qui est celui des écrans, des réseaux sociaux, et aussi de l'information continue, dans lequel, pour exister, pour créer de l'écho, pour créer de l'attention pour soi-même, dans l'économie de l'attention, il faut parfois, et très souvent, de plus en plus, exister à travers le clash, l'insulte, et quelque chose en tout cas qui sort un peu de la norme, en tout cas de quelque chose qui est une norme acceptable, on va dire, aujourd'hui. Alors vous dites, Jean-Christophe Gallien, que ça a toujours existé. C'est vrai que je lisais un excellent article dans le journal du dimanche, n'est-ce pas, Raphaël Steinville, la Troisième République. Alors on se traitait de fripouille, vermine, salopio. Bon, ça restait quand même assez poétique. C'était le maximum pour l'époque, mais c'est vrai que c'était un temps aussi où l'art de l'éloquence était important. Aujourd'hui, où est-elle passée, cette art de l'éloquence ? Écoutez, elle est passée là où aujourd'hui, vous savez, quand on communique, en général, on étudie très concrètement et très précisément le registre vocabulaire dans lequel on veut s'exprimer. Et donc aujourd'hui, vous avez un langage, une expression générale, et lorsque, au-delà des bons mots, parce que là, dont vous parlez, c'est les bons mots du clash de l'ancien temps, on va dire. Alors, ça pouvait aller jusqu'au duel. Rappelons-nous qu'en 1967, pour ceux qui le savent, c'est très vieux. Il y a eu un duel en France, le dernier duel. Il y a une insulte politique de Gaston Defferre pour un député gaulliste, et ça s'est réglé devant 4 témoins au duel à l'épée. Donc, vous voyez, c'est pas très nouveau. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que le vocabulaire sur lequel on travaille lorsqu'on fait du marketing politique et électoral, c'est le cas de certaines formations politiques, en particulier d'une en France, qui a très largement stratégisé, on va dire ça de manière un peu compliquée, sa manière d'exister. Il faut se relier au vocabulaire de sa cible. Oui. Et les vocabulaires de la cible, le vocabulaire de la cible de ces partis, d'un certain nombre d'acteurs politiques, c'est celui qui fait pas que de l'insulte, mais qui parfois peut être insultant par sa nature même pour d'autres publics. Et c'est le cas aujourd'hui.
Raphaël Steinville. Oui, peut-être que la nouveauté aujourd'hui, mais dites-moi si je me trompe ou si je m'abuse, mais cette violence verbale, elle n'est plus portée aujourd'hui que par un seul parti, et notamment LFI. Ouais, elle est très largement déployée, et encore une fois, je le dis, il y a une stratégie c'est pas du bon mot, là. On est vraiment dans la volonté de faire mal, d'exister, d'impacter, de créer de l'écho. Vous savez, c'est ces boucles d'écho qui sont propres aux réseaux sociaux, et ce parti-là en particulier, comme d'autres, hein. C'est pas de droite ou de gauche. Il y a des gens qui ont pu le faire, mais de manière moins organisée et moins stratégique, je le redis, moins systématique. Oui. Et vous l'avez dans d'autres pays où d'être fort, plutôt à droite, d'ailleurs, l'utilise aussi. J'allais y venir, Jean-Christophe Gallien, dans d'autres pays, à commencer par Donald Trump, et qui a toujours des mots assez fleuris à l'endroit de ses concurrents, de ses ex-concurrents, et pourtant les électeurs ne semblent pas lui en tenir rigueur plus que ça, bien au contraire. Non, parce que on revient au récepteur et au tuyau, c'est-à-dire que vous avez dans un combat politique, il y a des amis, des ennemis, des gens qui sont plus ou moins vos ennemis, puis il y a des gens qui sont très largement vos ennemis. Et dans les mouvements populistes à travers le monde aujourd'hui, dans celui qui nous est comparable, on ne va pas aller dans les pays où il n'y a qu'un parti politique et après des résistants. De l'autre côté, vous avez des gens qui en permanence essaient de souffler dans ces voiles-là, parce que l'argument de la raison, l'argument de fond, il peut exister bien sûr, mais il est très largement, il a besoin d'être, la brèche doit être ouverte de votre capacité à exister par ce registre-là. Il faut pouvoir créer quelque chose qui vous crée un espace, et cette petite brèche, elle est largement ouverte parce qu'à un moment donné, vous utilisez une sémantique qui est celle de votre cible prioritaire. Je dis pas de tout le monde. De tout le monde, c'est compliqué, mais de votre cible prioritaire. Parfois, c'est ce registre-là. Parfois, ça l'est pas. Donc, c'est pour ça que certains partis l'utilisent, d'autres non. Joseph Massé-Scaron, alors sans aller... J'aime beaucoup la différence qui est faite, monsieur Gallien, entre la personne qui émet, l'émetteur, et puis en effet le public visé, puisque c'est ce qu'on apprend. Je veux dire, la première chose qu'on apprend en effet dans le domaine de la communication, c'est à qui vous voulez vous adresser en particulier. Et ce qui me frappe dans ce qui vient d'être dit, c'est qu'on a l'impression que en fait ces personnes ne s'adressent pas en particulier au public, mais en effet s'adressent à l'émetteur. C'est-à-dire à l'émetteur qui va reprendre sous une forme évidemment caricaturale, hein, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon à nous, les putaclics, et c'est ce qui va évidemment, et finalement progressivement, j'ai l'impression que l'émetteur prend de plus en plus d'importance et que le public auquel il doit s'adresser progressivement s'efface. Jean-Christophe Gallien. Oui, c'est-à-dire que vous avez effectivement la recherche de cette boucle d'écho. Un récepteur lui-même, et c'est là où je suis d'accord avec Joseph, c'est que un récepteur, ce qu'on cherche à faire, c'est l'impliquer dans une réémission. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien si c'est juste un récepteur. Absolument. Et aujourd'hui, on veut absolument qu'il y ait ça. Et donc, pour que le public puisse s'emparer de ce message, il faut qu'il soit très simple, très rapide, très concret, on va dire, et surtout un message dans lequel lui-même va se sentir très à l'aise et dans lequel il va avoir du plaisir, si vous voulez. Aujourd'hui, regardez, vous parlez de ministres qui sont en train de s'agiter pour certains dans une période de fête. Je veux dire, il faut méconnaître en fait en réalité la réalité de la capacité d'attention des citoyens aujourd'hui, ou parce que se dire qu'on est le seul à pouvoir le faire. Mais il n'y a pas que ça tout de même, Jean-Christophe Gallien. Regardez, j'ai en tête d'anciens présidents de la République et même actuels. Bon, alors c'était pas des insultes, mais enfin si, quand même, Nicolas Sarkozy. On se souvient d'un casse-toi pauvre con, me semble-t-il, qui avait fait couler beaucoup d'encre. Emmanuel Macron, un petit peu critiqué à Mayotte, qui parle, vous seriez encore plus dans la merde. Bon, c'est vrai qu'on n'attend pas un homme d'ailleurs comme Emmanuel Macron, qui est extrêmement lettré. Donc là, c'est vrai que ce n'est pas forcément pour sortir du lot. C'est devenu un langage très courant. Oui, alors la différence, encore une fois, je vous le dis, c'est que il y a du bon mot ou du mauvais mot, du mot de réaction. Quand Emmanuel Macron est laissé dans une foule par son environnement pendant des longues minutes, à un moment donné, de la raison, il bascule dans quelque chose qui est différent. Alors, il ne doit pas le faire, il est président de la République. C'est la même chose avec Nicolas Sarkozy dans une longue promenade au salon de l'agriculture. On doit pouvoir se maîtriser, mais ça, c'est aux environnements ensuite de maîtriser l'environnement, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire dans lequel on est en mobilité. La différence, encore une fois, c'est ceux qui vont jouer cette carte, je vous le dis, comme vous savez, cette longueur d'onde qu'on pousse et qu'on repousse. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut pour ça non pas jeter des gros cailloux, mais des petits cailloux tout le temps.
dans une espèce de mare politique et médiatique qui fait que voilà, ça marche pas à tous les coups, mais de temps en temps ça marche et c'est ça qui compte. C'est-à-dire qu'en fait, de temps en temps ça fonctionne. Et de temps en temps, même Monsieur Valls qui se fait insulter, finalement, il y a beaucoup de gens qui applaudissent. Et on vise pas ceux qui sont qui vont non pas se révolter, qui vont trouver ça pas tout à fait normal, mais celles et ceux qui sont vos cibles et qui vont dire enfin il y a des gens de gauche par exemple. Vous voyez, il y a des gens de gauche et il y a ceux qui pensent vraiment comme les gens de gauche et les autres qui sont des traîtres évidemment, c'est Manuel Valls. Merci Jean-Christophe Gallien. Je demanderai d'ailleurs à mes deux débatteurs comment ils jugent cet accueil d'ailleurs de Manuel Valls, parce que ça dit quelque chose. Il y a beaucoup de violence à son endroit. Il cristallise beaucoup de mécontentement. On y reviendra. Et nous sommes toujours avec nos deux débatteurs, non pas débuteurs de la première heure, Joseph Massescaron. Oui, non, Joseph Massescaron et Raphaël Stainville. On parlait il y a quelques instants des insultes dont avait été victime Manuel Valls. Alors François Bayrou sera justement avec Manuel Valls dimanche et lundi, aux côtés également d'Elisabeth Borne, deux ministres d'État, ex-premier ministre. C'est assez cocasse quand même. On doit s'attendre à quelques petites scènes cocasses, Raphaël Stainville, à Mayotte. D'abord, si vous me permettez de revenir sur les insultes qu'a pu subir Manuel Valls, je pense que ça dit très exactement ce que Manuel Valls, voilà quelques années, rappelait lorsqu'il actait finalement l'existence de deux gauches irréconciliables. Oui. Lorsque l'on a deux gauches irréconciliables et qu'on ne peut plus se parler, un peu comme après un divorce qui ne se passe mal, finalement, la seule possibilité d'expression, ce sont les insultes, l'outrance verbale. Après, s'agissant de leur déplacement à Mayotte, avec effectivement Elisabeth Borne, Manuel Valls et François Bayrou, je pense que ça risque d'être musclé parce que les attentes des Mahorais sont immense. Je pense notamment à Elisabeth Borne qui vient en sa qualité de ministre de l'Éducation nationale dans une île, dans un archipel où aujourd'hui les écoles sont fermées, où les écoles sont pillées parce que un certain nombre de clandestins récupèrent les tôles des écoles pour pouvoir reconstruire à la va-vite leur bidonville. Je pense que les questions vont être brûlantes et je ne suis pas sûr qu'en l'État, ils aient les réponses nécessaires pour rassurer les Mahorais. Oui, Joseph Massescaron, c'est vrai que ce sont trois personnalités qui peuvent être repoussoires pour certains Français. Elisabeth Borne, c'est aussi Madame 49.3, l'architecte des retraites. Les Mahorais, le 49.3, c'est pas vraiment tout à fait... mais on est bien d'accord, mais elle cristallise aussi une forme de ressentiment. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas une personne qui spontanément est vouée à l'empathie. Et à la compassion, mais elle va sûrement apprendre avec le temps. Je n'en doute pas un seul instant. Elle n'a pas l'air motivée par le ministère de l'Éducation, de son propre aveu. Oui, absolument. Franchement, je m'interroge sur ce type de déplacement. C'est-à-dire autant on a vu Bruno Retailleau, ce que ça pouvait donner, puisqu'il y a eu des résultats qui ont été des résultats assez probants aux ces médias. L'arrivée d'Emmanuel Macron a eu pour conséquence, il faut le dire, et ce qui est tout à fait normal, c'est pas la faute d'Emmanuel Macron, pardon, mais il fallait tout organiser pour Emmanuel Macron, donc de retarder un certain nombre d'éléments qui sont des éléments capitaux pour les Mahorais, rappelons-le, avoir l'eau courante, enfin c'est des choses qui relèvent de la première nécessité. Donc, ce qui n'est toujours pas le cas dans une grande partie de l'archipel. Toujours pas d'eau courante, toujours pas de nourriture, ni d'électricité. Absolument. Donc ça, voir un nouvel aéropage se précipiter. Je pense que la présence de Manuel Valls, c'est une présence qui est normale en tant que ministre de l'Outre-mer, bien évidemment. Même si il y a l'Outre-mer, on va voir, on va en parler certainement. Il y a d'autres crises qui sont également importantes aussi à gérer, mais là, sa présence est une présence requise, c'est absolument évident. Mais franchement, moi, je suis toujours gêné quand je vois des politiques se précipiter parce qu'ils répondent en fait à l'impératif de la communication qui est « mais vous ne pouvez pas ne pas être là, vous ne pouvez pas ne pas... » Mais on leur reproche aussi. Mais bien sûr, mais ce que je ne comprends pas, c'est le reproche. Je ne comprends pas ce reproche qui leur est fait. Parce que ce n'est
on ne le dit jamais assez, ça quand même, et c'est pour moi une telle évidence que d'avoir le rappelé, j'ai honte de le rappeler, d'avoir à le dire, mais on est vraiment tellement dans quand des politiques arrivent, il faut bien savoir ce que c'est-à-dire il y a toute une infrastructure qui se met en place, c'est-à-dire des forces de l'ordre qui sont mobilisées, alors qu'il y a des pillages dans l'île, je veux dire, franchement, le faire, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la vitesse de réaction, et c'est d'assurer. Moi, je pense qu'il faudrait. Je dis franchement, il faudrait. Le deuil national, c'est très bien, bien évidemment. Mais moi, je pense qu'il faudrait faire quelque chose qui ressemble au Téléthon pour Mayotte, par exemple. Il y a eu beaucoup de dons pour Mayotte. Oui, mais pour moi, pas assez. Je veux dire, franchement, pas assez par rapport à ça, par rapport à ce qui est fait, parce que nous avons une énorme responsabilité sur Mayotte, dont personne ne parle. La responsabilité que nous avons, c'est d'avoir fait, à un moment donné, de Mayotte un département. Ça a été une énorme responsabilité. Depuis seulement 2001. Qui a été conçu, pardon, c'est plus tard dit, ça a été conçu, l'idée, le feu vert a été donné par Jacques Chirac et réalisé par Nicolas Sarkozy. Je suis désolé, ce sont des éléments qui fâchent, mais il faut quand même le rappeler. Donc, qu'est-ce que c'est? Cette départementalisation a eu pour effet. Il y avait d'ailleurs un discours qui avait été fait par Michel Alliot-Marie, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur en 2009, et qui avait mis en garde en disant « Attention, le fait de faire de Mayotte ce département, ça va entraîner ceci sur les salaires et surtout, disait-elle, sur l'immigration. Parce que, évidemment, c'est un appel d'air, évidemment, pour les gens des Comores, l'archipel d'Anjouan, de venir avec l'assurance qu'ils vont avoir tout ce dont on peut bénéficier dans un département français, bien évidemment. Et tout ça, ce sont des éléments, mais qui ne sont, à mon sens, qui ne sont pas assez rappelés. Alors, savoir si c'est Pierre, Paul, Jacques qui doit être là-bas, moi, honnêtement, ça m'est égal. La situation est une situation, mais tellement dramatique. Je pense qu'on ne va pas savoir avant longtemps combien de personnes sont mortes, sont sous les décombres. D'abord, tout simplement parce que il y a certainement beaucoup d'immigrants comoriens qui se trouvent, évidemment, donc qui ne sont pas déclarés. Voilà. Donc cette situation d'instabilité, on parle de choléra, pardon d'être long, je suis désolé. Non, mais allez-y, c'est très intéressant, c'est pour ça que je vous ai pas coupé d'ailleurs. On parle par exemple du choléra, moi ça me frappe, mais comme si on oubliait qu'il y a 6 mois, il y a eu le premier cas de choléra qui ont été repérés, et régulièrement il y a des cas de choléra qui sont repérés et est-ce qu'il y a eu des réactions sur l'Hexagone quand il y a les premiers cas vous voyez, un cas de choléra dans un département français, est-ce qu'on accepterait ça? Tout de suite, ce serait les gros titres. Raphaël Steinville, vous partagez cette opinion, il faut un petit peu s'auto-flageller sur le cas Mayotte? Non, mais moi je partage en grande partie ce que Joseph vient de dire. Il y a une chose malgré tout qu'il faut pouvoir traiter avant même de penser et d'imaginer une reconstruction. Ça a été dit partiellement, mais c'est la question de l'immigration. C'est-à-dire que on peut faire des appels aux dons, mettre le paquet sur Mayotte pour reconstruire. Si dans le même temps rien n'est fait pour couper les flux et faire en sorte que les 100 ou 110 000 clandestins qui sont sur l'île et qui mais ça passera par le droit du sol. Les conséquences. Oui, mais justement, il y a un certain nombre de mesures à prendre, et ça a été évoqué d'ailleurs par Bruno Retailleau, la question du droit du sol, la limitation. Alors il y a déjà des mesures qui ont été prises pour restreindre cette application du droit des sols à Mayotte, ce qui est déjà une particularité, mais qui dit la difficulté qui est propre à cet archipel. Si on ne résout pas cette équation quasiment impossible de l'immigration, l'avenir de cet archipel restera toujours un désastre. En tout cas, on va un petit peu avancer. Est-ce que c'est important ce genre de première séquence pour un gouvernement, et a fortiori celui de François Bayrou qui est clairement en sursis, beaucoup Paris qui ne passera pas l'hiver, Joseph Massé-Pascaron. Oui, écoutez... c'est votre cas? Moi, je vais pas je prendrai pas de pari à ce sujet, parce que très franchement, on vit dans une période qui est tellement folle que je prendrai un pari ni dans un sens ni dans un autre. Maintenant, l'hypothèse que ça dure encore 2 ans et demi, c'est quand même assez hautement improbable. Cela dit, il faut voir les textes qui vont être votés. Il y a l'épreuve, bien sûr, l'épreuve du budget qui reste, qui demeure, parce que je rappelle que la dernière fois, ce n'est pas sur le budget, c'est sur le budget de la sécurité sociale que la censure a été votée. Donc, est-ce que d'abord il y a plein de questions. Est-ce que le budget va être repris tel quel? C'est une vraie question.
on laisse entendre à Matignon que oui, en grande partie, parce que sinon on pourrait recommencer tout, ce qui poserait des problèmes. Ça veut dire que on arriverait en discussion budgétaire à peu près au mois d'avril. Donc ça pose des problèmes parce qu'il y a des éléments quand même qui sont à régler. Il y a des urgences. On peut pas en permanence se remettre au budget de 2023. Pardon. Donc il y a tellement, pardonnez-moi, il y a tellement d'inconnus. Moi, ce qui me frappe, c'est que tout à fait d'ailleurs légitimement, beaucoup de personnes ont l'œil sur, bien sûr, le couple Retailleau-Darmanin, qui est en effet une première. Voilà, c'est-à-dire ces deux poids lourds qui vont dans le même sens. On pourrait même rajouter un peu un codicile qui est Manuel Valls, parce que en fait, on a 3 anciens ministres de l'Intérieur dans ce gouvernement, et je rajouterais même... Mais qui est plutôt populaire, a priori, aux yeux de l'opinion. François Bayrou le dit, je l'ai fait clairement pour répondre à une demande de l'opinion. C'était pas forcément son idéologie. Pardon, je continuais en disant, et on pourrait même rajouter François Rebsamen, qui pendant la présidence de Hollande n'arrivait qu'une chose, c'est d'être ministre de l'Intérieur et d'arriver place Beauvau. Donc vous avez vraiment des personnes qui sont focalisées par ce thème régalien de l'Intérieur. Mais attendez, il y a quand même un thème qui me frappe, c'est celui de l'économie. Absolument, je partage votre étonnement. On a choisi, en fait, le social-étatisme, un turiféraire, une sorte de pom-pom boy de Monsieur Thomas Piketty. Je veux dire, et là, j'ai l'impression, de revenir, non pas, mais vraiment à la gauche de François Hollande, mais je pense même au gouvernement Mauroy 1, au premier gouvernement Mauroy, en termes d'économie et de vision économique. Enfin, c'est-à-dire de vision, plutôt de cabotage économique. Mais est-ce que c'est pas assez finalement habile, Raphaël Steinville, de la part de François Bayrou, de prendre finalement un économiste plutôt à gauche, qui se revendique effectivement, Éric Lombard, des théories de l'économiste Thomas Piketty, il a dit d'ailleurs qu'il ferait de la justice sociale sa priorité. C'était bien ce qui a pêché au RN et à gauche, n'est-ce pas ? Oui, mais Stéphanie, pour quel gain politique si d'ores et déjà il est acté que le nouveau Front populaire votera la censure le 16 janvier prochain, et probablement dès lors que n'importe quel texte sera présenté par ce gouvernement, parce qu'il ne serait pas assez à leur goût de gauche, socialiste ou même insoumis. Mais le RN ne le fera peut-être pas, et ça sera le gouvernement. Mais aujourd'hui, le gain politique de cette figure, enfin qui n'en est pas une, qui était pour le grand public pour l'instant un inconnu qu'ils vont apprendre à connaître. Un ami d'Olivier Faure, je vous signale. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, moi, ce que je redoute, c'est qu'aujourd'hui, ce gouvernement, compte tenu des marges de manœuvre très contraintes qui sont les siennes, ne soit finalement contraint à ne faire que du compassionnel, un petit peu comme ce déplacement à Mayotte, où j'ai l'impression que, faute de pouvoir faire de grands chantiers, annoncer de grandes choses, et ce n'est pas seulement de la communication, je pense qu'il y a une volonté de se montrer le plus attentif à la douleur, à la détresse des Mahorais, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre que du compassionnel aujourd'hui? Et à défaut de pouvoir faire quelque chose, ils risquent de s'attirer encore davantage de colère. Il pourrait initier des éléments qui soient, par exemple, des coupes budgétaires. Joseph Massescaron, je vous propose de poursuivre cette conversation dans quelques instants après le journal permanent et une petite pause.